Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce forum Bien vieillir, aidant, accompagner sans s'épuiser, avec ce matin cette conférence sur le thème « Prendre soin de soi, est-ce possible quand on est aidant ?» Avant de vous présenter nos intervenants, je vous demanderai juste de vérifier que vous avez bien coupé la sonnerie de votre téléphone mobile. Je vous remercie. Et puis, autre précision, cette conférence devait être traduite en langue des signes. Malheureusement, la traductrice en langue des signes est tombée malade. Donc, déjà, nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Et surtout, malheureusement, nous n'aurons pas de traduction en langue des signes ce matin. Nous aurons une traduction pour la conférence de cet après-midi, 14h. Et tout de suite, pour ouvrir cette conférence, la parole à Mathilde Mayer, adjointe au maire de la ville de Brest, en charge du bien vieillir. C'est à vous. Merci. Bonjour à tous. Tout d'abord, bienvenue. Les 8 communes de la métropole brestoise sont heureuses de vous accueillir aujourd'hui pour cette 3e édition du forum Bien vieillir dans nos communes, sur le thème, cette année, vous l'avez compris, de l'aide aux aidants. Initié en 2016, cet événement a vocation à se dérouler tous les 2 ans sur un thème bien précis et défini, de manière collective avec les 8 communes de la métropole. Après le thème de la mobilité en 2016, celui de l'habitat en 2018, nous avons fait le choix de choisir la thématique de l'aide aux aidants pour cette 3e édition qui était initialement prévue en 2020. Mais vous le savez, du fait du contexte sanitaire, nous avons été contraints de le décaler et donc nous y sommes aujourd'hui. Cet événement est élaboré en partenariat avec le département du Finistère, avec le soutien de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, des caisses de retraite, la CARSAT, la MSA, l'ENIM, les caisses complémentaires Agirc-Arrco, qui ont adressé de nombreux courriers d'invitation à leurs ressortissants pour participer à cette journée. Et également, vous l'avez vu sur les différents stands, je remercie la participation des nombreuses associations et structures. Au-delà du forum Bien vieillir, la ville de Brest s'est engagée de manière forte dans la démarche Ville Amie des aînés. Depuis 2015, la ville de Brest a adhéré au réseau francophone des villes amies des aînés pour renforcer encore les actions publiques qui permettent aux Brestoises et aux Brestois de vivre pleinement en citoyens dans la ville et quel que soit leur âge. La démarche Ville Amie des aînés, c'est une démarche globale d'amélioration constante de la vie des aînés, impliquant leur participation à chaque étape du processus. Et cette démarche a commencé à être présentée à la rentrée aux habitants lors des assemblées de quartier. La démarche repose sur 8 thématiques, par exemple l'habitat, la mobilité, l'information, communication, qui concourent à faire d'une ville une ville agréable à vivre pour tous et à tous les âges de la vie. Alors pourquoi ce thème des aidants cette année pour cette 3e édition ? Nous avons souhaité cibler un public plus précis, celui des aidants qui accompagnent au quotidien un proche. Ça peut être un parent, un ami, un conjoint, un enfant en situation de handicap, en situation de dépendance. Aujourd'hui, en France, on dénombre 11 millions d'aidants, dont près de 4 millions accompagnent un proche de plus de 60 ans à domicile ou en établissement. Cette situation n'est pas toujours simple au quotidien, même si c'est une chance de pouvoir vieillir à 4 générations aujourd'hui du fait de l'allongement de l'espérance de vie. Mais on voit que les aidants sont également confrontés à des difficultés au quotidien qui peuvent aussi mettre à mal leur santé morale ou physique. Nous avons donc souhaité leur exposer aujourd'hui, donc vous exposer aujourd'hui des dispositifs qui existent sur notre territoire et les aides qui peuvent être sollicitées. Et nous avons donc souhaité mettre en lumière lors de cette journée les personnes, les dispositifs pour, comme le dit le thème, pouvoir accompagner sans s'épuiser. Donc le déroulement de la journée, aujourd'hui on a une quarantaine de partenaires qui sont présents avec des stands d'information autour de 3 espaces, info et droit, dispositifs de répit et prendre du temps pour soi. Nous avons également des ateliers, une conférence donc ce matin, une table ronde cet après-midi et un espace de convivialité qui vous permettra d'échanger tout au long de la journée. Je souhaite remercier tous les partenaires mobilisés aujourd'hui et également les étudiants de 2e année BTS ESF de Fénelon qui seront présents tout au long de la journée pour accueillir le public, vous l'avez vu, et faire l'évaluation de cet événement. Donc voilà, je vous souhaite un bon forum à tous.
Merci Mathilde Maillard. Je vous présente nos intervenantes, le docteur Aude Théodin, médecin gériatre, directeur du Centre de prévention Bienveillir, Agir, Arco, Bretagne, et Julie Le Fur, psychologue clinicienne à l'association Parentèle. Vous travaillez notamment sur les dispositifs parentage. Je suis Jean-Louis Lecordier, j'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de nos échanges. Prendre soin de soi, de sa santé, est-ce possible lorsqu'on est aidant ? Alors, nous allons poser le tableau avec peut-être d'abord quelques chiffres sur la santé des aidants et peut-être une précision. Aidant, qu'est-ce qu'on entend plus précisément par là ? Alors, quand on parle d'aidant, on parle d'une personne qui accompagne un proche en perte d'autonomie. Donc du coup, quand on est aidant, on est souvent fils, fille, épouse, époux, compagnon, parfois aussi petite fille, voisin. Voilà. Amis. C'est une aide au sens très large qui est utile, nécessaire, qui crée du lien, nous allons le voir, mais qui n'est pas facile. Non, bien, c'est pour ça aussi qu'on est là devant vous et que vous êtes nombreux à venir là. C'est que effectivement, la santé des aidants est préoccupante et effectivement, les pouvoirs publics s'en préoccupent parce que c'est fréquent. Il y a des enquêtes chaque année sur les aidants qui sont de plus en plus nombreux et ça augmente d'année en année. On estime aujourd'hui qu'il y a à peu près 30% de la population qui est concernée par une aide régulière à un proche de son entourage. Donc c'est quand même relativement très important. Après, dans les aidants, on a plusieurs types d'aidants. On a tendance à penser à l'avance en âge et donc à l'accompagnement pour une personne vieillissante en perte d'autonomie ou atteinte d'une maladie notamment neurodégénérative. Mais ça concerne aussi des aidants plus jeunes, des aidants en activité professionnelle. On a 47% des aidants qui sont en activité professionnelle. Donc c'est vrai que ça peut concerner dans l'entourage des enfants et typiquement la fille, l'aîné. Ça touche. Les aidants sont plus volontiers des femmes. C'est à 57% des femmes. Mais donc, on a aussi quand même 11% des aidants qui ont moins de 30 ans. Donc, c'est aussi quelque chose que je trouve, moi, pour ma part, étonnant. On n'a pas tendance à y penser. Après, on a la tranche d'âge 30 à 49 ans qui est très représentée dans l'aide, qui représente environ 37% des aidants. Et donc, on a effectivement la tranche d'âge 50-59 ans. Mais ensuite, parmi les plus de 60 ans, il y a plus de la moitié des aidants qui ont plus de 60 ans. Et concernant les actifs, on parle souvent de génération charnière, puisque les personnes qui aident leurs parents vieillissants, par exemple, ont leurs parents vieillissants d'un bord, duquel ils se préoccupent, mais également leurs enfants, qui sont souvent des adolescents ou des jeunes adultes qui commencent à rentrer dans la vie active. Donc du coup, ces personnes-là se retrouvent prises un petit peu entre deux feux. Et être aidant, nous allons le voir, ça a des répercussions sur la santé dont on n'a pas forcément conscience soi-même en plus quand on aide. Alors vous avez un certain nombre d'éléments puisque des études ont été réalisées sur cette question. Oui. Sur le plan de la santé des aidants, il y a plusieurs études qui ont été réalisées et qui montrent effectivement un impact important sur la santé avec, dans une enquête de l'AFA, 48% des aidants qui ont une maladie chronique. Donc c'est quand même relativement important et 1 sur 2. Et parmi les motifs de consultation médicale des aidants, on trouve très représentés les problèmes de syndrome dépressif, de troubles de l'humeur, d'angoisse, de troubles du sommeil notamment. Mais c'est effectivement ces personnes-là, il y a déjà peu d'aidants qui consultent. Et parmi les gens qui consultent, ils arrivent dans un état souvent d'épuisement. Ils arrivent presque déjà un peu tard. Trop tard, oui. Déjà trop tard. Même s'il n'est jamais trop tard, je vous rassure tous, bien évidemment. Mais oui, tout l'intérêt de ce genre aussi de forum, c'est de vous sensibiliser au fait qu'il est absolument fondamental aussi de prendre un temps pour soi, un temps pour sa santé, parce qu'il y a une augmentation de manière importante des troubles notamment cardiovasculaires, des troubles nutritionnels, des troubles métaboliques chez les aidants.
Et si on aide un parent qui a des problèmes physiques, on a aussi en plus des troubles physiques aussi, ça peut arriver. Ah ben bien sûr, parce qu'à partir du moment où on est dans une aide à quelqu'un qui est en perte d'autonomie physique, on va effectivement devoir effectivement l'aider dans les tâches de nursing, dans les transferts, etc. Donc si soi-même on a une santé aussi un petit peu avec des pathologies articulaires ou quoi que ce soit, ben effectivement on va avoir une recrudescence des problèmes articulaires et notamment discaux, quoi. Et puis toutes les difficultés aussi psychologiques liées à cette aide qui peut être apportée peut avoir des conséquences somatiques directes. C'est-à-dire que quand la tête ne suit plus, le corps en général a du mal à suivre aussi par derrière. Quand on ne réfléchit pas à la question, on pourrait penser que lorsqu'on accompagne son parent pour une entrée en institution, ça peut être un soulagement. Or, c'est parfois au contraire encore plus mal vécu. Il y a un aidant sur deux. Hein. C'est vrai que quand on vient en aide de manière régulière, on n'a pas le temps de penser en général, et effectivement on fait. Mais à partir du moment où effectivement on est obligé d'amener son proche en institution parce qu'il n'y a plus possibilité de le garder à domicile, ça arrive aussi dans certaines situations d'aidants. Eh bien oui, on a quand même un aidant sur deux qui, à l'entrée de son aidé en institutionnalisation, va faire un syndrome dépressif dans l'année. Un aidant sur deux. Sur l'entrée en institution du proche aidé. Et pourquoi ? L'entrée en institution peut susciter en fait de la culpabilité, c'est-à-dire mais finalement j'aurais pu le garder à domicile, j'aurais pu continuer à m'en préoccuper, et c'est aussi souvent ce que les personnes témoignent, c'est mais il va pas s'en occuper de la même manière, ils ne vont pas s'en occuper de la même manière, et en effet, en institution, on rentre dans du collectif, et ça ne sera pas le même accompagnement. Au demeurant, moi, ce que quand même je repère, c'est que quand les personnes se font accompagner sur toute la culpabilité et toutes les conséquences un peu dépressives que ça peut amener, ils peuvent aussi retrouver un confort relationnel, c'est-à-dire que préalablement, autour du maintien à domicile du proche en perte d'autonomie, les personnes sont dans des tâches de nursing, ils se retrouvent en place d'assistante sociale à faire les papiers, en place d'infirmier à faire les soins, en place d'aide ménagère à faire les courses, en place de psychologue pour faire du soutien psychologique. Et ils occupent toutes les places, comme ça, ils sont souvent seuls dans la situation. Et finalement, les temps partagés un petit peu, je dirais, légers, d'aller faire une balade, de prendre un gâteau ensemble et un café, etc., ont parfois disparu pour ces tâches de nursing primaire. Et l'entrée en institution, une fois qu'il y a eu tout un travail, un cheminement psychologique autour de la possibilité de cet accueil-là dans cette institution, les personnes peuvent aussi se retrouver de nouveau sur des temps partagés, d'être ensemble finalement, et de prendre le temps de parler, d'échanger et de faire quelques activités. Et nous y reviendrons sur ces temps d'accompagnement. Alors, pour revenir aux impacts sur la santé, on l'a vu, l'impact sur la santé des aidants, mais aussi l'impact sur la durée de vie même des aidants. Oui, tout à fait. Oui, sur la survie, on estime que 25% des aidants meurent prématurément dans cette situation-là. Alors, plusieurs facteurs sont en cause, mais en tout cas, l'un des facteurs importants, ce sont les facteurs notamment de risque cardiovasculaire, d'où tout l'intérêt de faire la prévention, mais c'est parce que cette situation-là, c'est une situation de stress chronique. Donc la personne aidante peut être dans une situation de stress chronique avec des niveaux de cortisol qui restent élevés et qui vont du coup avoir un impact négatif sur la santé. Après, ce qui est quand même rassurant, c'est que quand j'ai commencé à travailler, moi, il y a 15 ans, les statistiques disaient que c'était 40 à 50% des aidants qui décédaient avant l'aider. Donc on voit quand même que les systèmes de prévention qui ont été mis en place depuis 15 ans ont de l'effet. La difficulté pour l'aidant, c'est de se rendre compte qu'il est ou qu'elle est en situation de stress permanent, en fait. Parce qu'on est tellement en train de faire tout le temps, d'anticiper, qu'on ne s'arrête plus, on ne se pose même plus la question de savoir dans quel état on est soi-même. Exactement, d'où tout l'intérêt de se poser à un moment donné et puis effectivement de pouvoir exprimer les besoins et les ressentis de chacun parce qu'on est là pour la santé de l'aidant, mais dans l'aider aussi à une forme de dépersonnalisation, ce dont on va parler tout à l'heure, et peut lui-même aussi être en situation de stress puisqu'il a une perte d'autonomie et qu'il pourrait considérer qu'il est empêché de faire, et du coup ça peut créer des troubles aussi agressifs dans le couple aidant-aidé. Vous parlez d'un couple,
Oui, mais pas conjoint. Je parle pas marié-femme. Je parle d'un couple aidant-aidé, peu importe le couple, que ce soit aidant, parents, enfants. Enfin voilà. On parle de dyade souvent aussi pour entendre que c'est pas uniquement la relation conjugale qui est en jeu. Répercussions sur la santé, répercussions sur la survie, et pour ceux qui sont au travail, répercussions aussi sur le travail. Oui, avec tous les troubles de l'humeur qui peuvent en découler, avec des troubles du sommeil, donc une baisse de la concentration, de la vigilance, et des troubles aussi qui peuvent rejaillir sur la mémoire dans ce cadre-là. Les absences au travail également, l'appel en plein milieu de la journée de son parent, de son conjoint, qui perd prise à domicile, et donc la personne qui part comme ça au milieu de sa journée de travail. Est-ce que les aidants en parlent à leurs employeurs? S'ils signalent à leur employeur, au fait, je suis aidant d'un enfant ou d'un parent Non, le problème de l'aidant, c'est qu'il va le cacher parce que d'abord, il estime que c'est son histoire personnelle et que ça ne regarde pas l'employeur. Donc déjà, il ne va pas obligatoirement en parler. Il ne veut pas obligatoirement non plus être stigmatisé, mais il y a des entreprises aussi et des directions qui sont maintenant sensibilisées à la prévention santé de l'aidant et au fait aussi qu'il est nécessaire pour réduire l'absentéisme, permettre aussi l'efficience du salarié dans son poste, de prendre en charge cette dimension-là. Donc il faut en parler. Donc il faut effectivement en parler. Et il y a vraiment des mouvements de solidarité, on en a aussi entendu parler, qui se passent avec des salariés, vous en avez dû en entendre parler, qui peuvent donner leur congé aussi à certains aidants pour leur permettre de venir avoir un peu de temps, un peu de répit. Donc oui, bien sûr, de toute façon, il faut toujours parler. À tout le monde, en fait. La parole est importante et la parole va libérer, même si la parole ne va pas changer les faits. La parole ne va pas changer la situation, ne va pas changer la maladie. Mais elle va permettre d'être reconnue, d'être entendue et de pouvoir des fois déplacer aussi son regard par rapport à une situation et puis avoir des ouvertures, des pistes qui s'ouvrent où on entrevoit « Ah oui, tiens, ça. » Évidemment, on ne pourra rien faire contre la maladie, ça on est bien d'accord, mais on peut effectivement améliorer ce vécu-là. Et de l'aidant et de l'aider. C'est la question du pas de côté, finalement. C'est-à-dire que si on regarde les choses d'un bord différent, d'un œil différent, avec un petit peu de hauteur, un petit peu de recul, peut-être qu'on peut considérer son positionnement, son rapport à l'autre autrement, et donc faire changer la situation, finalement. Alors, disons-le aussi, être aidant, cela apporte heureusement des satisfactions. Voilà, on y arrive, parce que là, on parle effectivement des points noirs et de la santé, mais oui, il y a beaucoup d'aidants qui expriment de la satisfaction dans cette relation d'aide. Ça permet parfois même de réparer certains liens qui ont pu être complexes, difficiles durant une vie entière. Et finalement, la maladie, la dépendance, parfois, permet un autre regard sur soi et sur l'autre. Donc c'est important dans l'histoire familiale. Ah, ça impacte l'histoire familiale de manière majeure. Alors après, chaque histoire est singulière et particulière, donc tout le monde ne le vivra pas de la même manière. Pour certains, il est clair que c'est un événement extrêmement... C'est une épreuve, véritablement, voire un traumatisme. Pour d'autres, c'est aussi la possibilité de se rencontrer autrement. On peut y trouver beaucoup de positifs, donc. On peut y trouver du positif, oui, si on arrive à trouver la juste mesure dans la place qu'on occupe. Et c'est pour ça qu'il faut pas rester seul. Oui, il me semble que moi, rester seul, en fait, c'est comme tout à chacun, pour toutes les problématiques de son existence, à rester seul, on a tendance à être un petit peu comme un poisson rouge dans son bocal et à tourner en rond. Et j'avais une collègue qui m'avait dit un jour, un regard, une solution, 2 regards, 2 solutions, 3 regards, 3 solutions. C'est-à-dire que plus on partage, plus on peut peut-être éventuellement bouger le prisme du regard que l'on porte sur la chose. Et juste, je voulais préciser également que en parler, oui, mais peut-être pas à n'importe qui non plus. Parce que parfois, en parler avec certaines personnes de l'entourage peut amener aussi des jugements de valeur. Et donc aussi toutes des questions de projection. Parce que, ça dépend des familles, dit madame. Exactement, ça dépend des familles. Tout à fait, on prendra un temps de parole. Là, on prend une petite demi-heure, 40 minutes pour parler, mais l'idée, c'est aussi que vous puissiez en dire quelque chose. J'imagine bien que ça tourne. Mais alors, on parlait de couple tout à l'heure constitué par l'aidant et l'aidé. Il faut faire attention à ce que ce couple ne devienne pas fusionnel non plus. Parce que là aussi, ça peut créer des dégâts. Mais le couple fusionnel, il y a des personnes qui fonctionnent sur des couples fusionnels depuis 30, 40, 50, 60 ans. Donc,
je dirais pas, je serais pas à l'injonction de il ne faut pas ou il faut. Déjà, on fait bien comme on peut avec l'histoire que l'on a. L'idée, c'est de trouver des points d'apaisement, en fait, pour pouvoir vivre mieux la situation, la maladie notamment et la dépendance. Alors justement, comment prendre soin de soi? Quels sont les axes possibles? Alors, juste avant ça, je voudrais juste rebondir sur le côté que la parole est importante, mais la prise en compte des besoins est importante. C'est pour ça qu'il est important de les exprimer. Parce qu'on peut... Voilà, c'est vraiment sur ces enquêtes, les besoins exprimés principalement par les aidants, c'est effectivement d'avoir des temps d'information, d'avoir du relais par l'entourage. Voilà ce qu'on retrouve dans les besoins exprimés par les aidants. Et d'avoir aussi du temps libre, et pour les actifs, de concilier vie professionnelle et cette situation d'aidant qu'ils souhaitent poursuivre. Et vie sociale et familiale. Et vie sociale et familiale. Donc, et nous allons y revenir d'ailleurs. Voilà, donc du coup c'est important de partir des besoins exprimés des aidants pour justement voir un petit peu les solutions. Il n'y a pas de solution. L'idée est de voir un ensemble de choses qui permet à chacun, et chacun doit prendre ce qui va lui convenir dans sa relation d'aide. Pour construire des solutions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une Exactement. solution miracle, mais on peut trouver des solutions qui permettent de bien le vivre de part et d'autre, pour l'aidant et l'aider. Au Tout cas à par fait. cas. Parce qu'il n'y a pas ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionnera pas forcément pour l'autre. Alors, comment prend-on soin de ça? Ah, qu'est-ce que c'est que ce graphique là qui bouge? Un petit graphique qui bouge, évidemment, ça c'est le côté du médecin qui ressort, mais désolé pour ça, mais en tout cas, les conseils de prévention santé de l'aidant, c'est les conseils de prévention en général, et notamment la prévention cardiovasculaire. Ce que vous avez là qui bouge, c'est l'ensemble des facteurs de risque cardiovasculaires qui sont prédictifs de vieillissement pathologique avec l'âge, et donc on a effectivement, vous voyez, le cholestérol, le diabète, la sédentarité physique, le tabagisme, l'excès de poids, le stress et l'hypertension artérielle. Et ce sont des facteurs cumulatifs. Il ne suffit pas d'avoir un seul facteur pour avoir plus de risques que celui qui a 3 facteurs. Ce n'est pas vrai, c'est une question de degré. Et donc, comme je vous ai dit, la situation d'aidant va générer un état de stress, effectivement, qui peut être permanent s'il est mal vécu par l'aidant. Donc ça va être cumulatif, et donc l'ensemble du prendre soin de sa santé, clairement, il repose sur une chose: ne vous oubliez pas. C'est important d'avoir un soupçon de médecine. Alors, c'est pas parce que je suis médecin que je viens vous le dire, mais d'avoir une consultation annuelle de l'aidant. C'est ça qui est recommandé par la Haute Autorité de Santé, c'est de faire au moins une consultation annuelle pour sa santé, pour soi. Donc, je vais voir mon médecin traitant au moins une fois par an, pour faire un point. Quand tout va bien. Voilà, quand tout va bien. Et tout seul de préférence. Pourquoi tout seul de préférence? Parce qu'à partir du moment où vous allez consulter votre médecin traitant, si jamais vous allez consulter votre médecin traitant avec votre aidé, avec la personne à qui vous venez en aide, c'est obligatoire que ça va tourner autour de la santé de votre aidé. Et jamais on ne parlera de votre santé. C'est humain. On va toujours parler du plus fragile, entre guillemets. Et le plus fragile des deux dans un couple aidant-aidé, c'est l'aidé. Donc, bilan de santé donc, au moins une fois par an, et puis aussi se tenir à jour de tout ce qui est vaccination, etc. Dépistage, etc. Oui, tout à fait. C'est important de ne pas nier cette santé-là, surtout avec l'âge. Je vous rappelle que la moitié des aidants ont plus de 60 ans. Donc, c'est vraiment important, si on n'a pas de maladie chronique, de ne pas en développer et donc de faire de la prévention, puisque la prévention santé, elle est vraiment efficace. Mais dans la liste qui est à l'écran, la première chose que vous nous indiquez, c'est bien manger. Alors, il n'y a pas d'ordre d'importance. Moi, je l'ai lu comme ça. Non. Il n'y a pas de hiérarchie c'est vraiment la globalité. C'est effectivement, mais on le sait bien, c'est l'alimentation équilibrée, c'est bien manger, bien bouger, bien se relaxer. C'est l'ensemble des messages de prévention primaire pour préserver sa santé. Alors, c'est bien joli de le dire de cette manière-là, mais après, c'est effectivement comment on décline ces conseils de santé, de prévention, tout en venant en aide à un aidé. C'est là où c'est aussi intéressant de se poser par rapport à ces questions-là et de faire aussi le point au niveau biologique, de voir comment on est sur le plan de la prévention du diabète et du cholestérol notamment. Et donc là, on peut avoir des conseils spécifiques pour bien manger, mais vous les connaissez tous, les fruits, les légumes, les protéines, mais moins de protéines animales, moins de matières grasses animales et pas d'alcool tous les jours. Et il y a aussi la vie sociale qui est importante.
Alors c'est pour ça que c'est pas hiérarchique, hein, parce que la vie sociale effectivement est aussi importante. Le lien social est important. C'est important de rompre cette solitude à deux, parce qu'on va le voir tout à l'heure, mais la relation aidant-aidé, c'est aussi une solitude à deux. C'est un état de solitude à deux en fait. Chacun va se sentir seul parce qu'on va pas obligatoirement non plus exprimer ses peurs, ses craintes à son aidé parce qu'on a peur de lui faire du mal. Et pareil, l'aidé va pas obligatoirement dire quelque chose à son aidé parce que sinon il va avoir le sentiment qu'il râle alors qu'on lui vient en aide. Et ça crée un état de solitude à deux. Et donc du coup, tout l'importance d'aller aussi vers l'extérieur et de ne pas rester H24 ensemble tout le temps et de pouvoir justement regarder autour de vous toutes les solutions qui peuvent exister et qui permettent d'avoir un petit peu, on appelle ça des solutions de répit. Je trouve que c'est pas obligatoirement très joli comme mot, mais c'est une solution de répit pour l'aidant pour lui permettre justement de faire des activités sociales en dehors pour lui-même, et si par hasard on peut aussi faire de l'activité physique régulière dans ces activités sociales, ça m'intéresse aussi puisque bien bouger c'est aussi important sur le plan de la santé physique. Et puis cette vie sociale là permet de sortir et parfois permet aussi de mesurer ce dans quoi on est pris finalement. Et puis l'autre bénéfice, c'est aussi pour la personne aidée, c'est-à-dire que elle aussi a besoin de souffler. De souffler, c'est-à-dire que d'être en huis clos en permanence l'un sur l'autre, ça peut être aliénant pour l'un comme pour l'autre. Donc du coup, se dégager du temps pour soi, c'est aussi permettre à l'autre d'avoir des temps de respiration et de ne pas être sans cesse sous le qui-vive du conjoint, de l'enfant qui s'inquiète finalement de l'autre. Je reçois, moi, en fait, tant à parentage, au service parentage qu'au clic des aidants, mais à parentage des aidants et des aidés. Et certaines personnes dépendantes me disent « mais moi j'ai l'impression d'être une charge. Elle est tout le temps en train de me surveiller, elle a peur. » Ça l'angoisse, je vois bien que je l'angoisse. Et aussi comment la maladie peut finalement voracer, prendre tout l'espace dans la maisonnée. Et il n'y a plus que ça finalement. Et ça manque de vie par moment. Et pour prendre un peu de temps pour ça, on peut demander une aide ménagère. Alors, vous allez me dire, c'est juste 1 heure dans la semaine, mais vous avez des exemples qui montrent qu'1 heure dans la semaine, ça peut déjà aider. Écoutez, moi j'ai une situation clinique en tout cas qui me revient en mémoire. Donc j'ai vu en bilan de couple aidant aidé au centre de prévention, donc c'est des bilans individuels, hein, mais on voit les couples aidant aidés, mais c'est des bilans de 2 heures, donc l'aidé est vu individuellement par une psychologue, l'aidant par un médecin, et puis au milieu on change, donc c'est des temps individuels. Ces bilans de couple aidant aidé, on a pu justement avoir c'était une dame qui avait une maladie neurodégénérative, mais qui était parfaitement autonome physiquement. Hein, elle était dépendante, donc psychiquement, c'était une maladie neurodégénérative qui touchait la mémoire. Et le mari, il prenait soin de sa femme, hein, pour le meilleur et pour le pire. Il prenait soin de sa femme, bien évidemment. Mais il voulait tout faire tout seul. Et pour lui, c'est un homme en plus. Donc les hommes font tout seul. C'est bien connu. Donc, non mais voilà. Je ne veux pas stigmatiser, mais donc c'était un petit peu ça. Et donc voilà, lui, il disait non, je peux faire. Donc je fais pour ma femme, c'est normal, c'est ma femme. Et en fait, on l'a vu en bilan de couple aidant aidé parce qu'à bon an, mal an, sa femme avait quand même une maladie de la mémoire très évoluée et donc elle ne pouvait plus rien faire toute seule. Donc il fallait qu'il fasse tout, qu'il la fasse manger, qu'il lui dise de manger, etc. Enfin, c'était vraiment... Mais elle marchait, etc. Donc physiquement, ça allait. Et donc ce monsieur, on l'a vu dans un état, mais vraiment, il n'était pas loin. On parle du burn-out des aidants. Hein, il était vraiment dans un état d'épuisement psychique important et il ne s'en rendait pas compte, en fait. Il ne s'en rendait pas compte. Et ce temps-là de 2 heures de consultation a permis de poser pas mal de choses et de lui ouvrir l'esprit par rapport à ça. Et en fait, je vous dis des choses bêtes, hein, mais donc il avait en place... une aide ménagère avec un service d'aide à domicile de 2 fois 30 minutes par semaine. Bon, et 2 fois 30 minutes par semaine, on essaye de l'interroger pour voir qu'est-ce qu'il peut faire en 30 minutes 2 fois par semaine, puisque sa femme ne peut pas rester toute seule. Et donc, pas grand-chose, forcément. Donc, il était là pendant que l'aide à domicile était là, quoi. Et en fait, du coup, en discutant avec lui de savoir qu'est-ce qui lui ferait plaisir à cet aidant, et lui il dit moi il y a quelque chose qui m'intéressait bien mais que je fais plus. J'aimais bien aller à jouer à la pétanque avec mes copains le jeudi matin à 10h. Et ça dure 1 heure. Et du coup on a pris contact avec les aides à domicile et on a vu avec elles pour voir s'il n'y avait pas possibilité de
faire 1 heure par semaine plutôt que 2 fois 30 minutes et de venir justement le jeudi de 10 à 11. Et ça s'est mis en place de cette manière-là. Et franchement, le monsieur, ça paraît vraiment pas grand-chose, mais je vous assure qu'il avait complètement changé. Il avait complètement changé. Rien que d'aller 1 heure à la pétanque avec ses copains, il avait vraiment complètement changé. Et à partir de ce moment-là, il a accepté d'autres aides. Et c'est arrivé parfaitement naturellement pour après avoir de l'accueil de jour 1 fois par semaine au bout de 6 mois. Et enfin, ça a été vraiment une histoire sur 2-3 ans d'évolution qui a fait que sa femme a fini par rentrer en EHPAD, mais de manière très progressive sur une douceur. Donc, et en douceur, et vraiment le monsieur était transformé. Enfin, donc voilà, c'était un des exemples. Sur la question de la dame ménagère, moi je le parle régulièrement, cette question-là, avec les familles qui viennent me voir au clic sur la dose aidant. C'est quand même pas une évidence, la mise en place de cette aide ménagère. Souvent, le conjoint, le parent refuse en disant non, il souhaite que ce soit la fille, le fils, celui qui aide, qui y reste. Ça se travaille psychiquement déjà, d'un bord comme de l'autre. C'est-à-dire que si l'aidant envoie le bénéfice direct, elle pourra peut-être davantage faire accepter cette aide-là. Moi, je dis souvent quand même, le message que je souhaite faire passer, c'est si on ne prend pas soin de soi, on ne peut pas prendre soin de l'autre. Et donc, du coup, ça engage aussi tout à chacun qui est en place d'aidant de réfléchir à ce qu'il peut, ce qu'il veut, ce qu'il ne peut pas et ce qu'il ne veut pas. Et vous commencez donc à répondre, on va voir la diapositive suivante. Est-ce possible donc? Et justement, il faut d'abord accepter que la relation change entre l'aidant et l'aidé. C'est plus comme avant. Ça demande un remaniement psychique, cette affaire-là. Et donc ce remaniement psychique-là se fait notamment à travers des consultations avec les coordinatrices au CLIC, avec les consultations que propose le docteur Théodin, avec un suivi psychologique. Alors le suivi psychologique est souvent mal vécu, c'est-à-dire que quand on propose un soutien psychologique aux gens, ils disent non, c'est bon, moi j'en ai pas besoin déjà, c'est pas moi qu'il faut aider, c'est la personne qui est dépendante, premier lieu, et second lieu, je suis pas fou. Bon, il n'y a pas besoin d'être fou pour aller voir un psychologue. Un psychologue, c'est assez simple. C'est un espace neutre, dégagé des liens affectifs et des liens familiaux. Et c'est un espace où on peut penser à plusieurs, en fait, finalement. Et l'idée du soutien psychologique, c'est de rencontrer quelqu'un pour réfléchir, poser ses valises déjà, et réfléchir à ce qu'on vit, à ce qu'on traverse et à ce qu'on ressent pour finalement faire ce pas de côté là et percevoir le monde peut-être autrement. Poser ses valises, mettre des mots sur la situation. Il n'y a rien de pire que le déni, en fait. Oui. Alors, il n'y a rien de pire comme le déni, c'est quand même un mécanisme de défense, et ça porte bien son nom. Si c'est un mécanisme de défense, c'est pour se défendre de l'insupportable. Donc, le déni, ça ne se lève pas comme ça. C'est-à-dire que ça demande un temps où on construit un rapport de confiance avec un professionnel. C'est-à-dire que si vous allez voir un psychologue et que ça ne colle pas, on en change. On trouve un interlocuteur avec qui on se sent suffisamment en sécurité, avec un lien de confiance qui va pouvoir se construire pour qu'on puisse réfléchir ensemble à comment faire autrement. Après, ce qui est aussi dans le possible, c'est de voir que la maladie est une troisième personne, en fait, dans la relation. C'est ça qu'il faut voir. C'est plus une relation à 2, c'est une relation à 3. Et cette maladie-là, en plein milieu, elle va apporter des contraintes et il va falloir s'adapter de manière permanente à cette maladie qui peut évoluer ou pas, qui en tout cas change les rapports d'amour, les rapports d'amour conjugal, filial. Ça dépersonnalise, l'aider est dépersonnalisé par des actions d'assistance et d'aide. Et l'aidant, lui, est un individu qui va être compartimenté entre différentes missions ou tâches à accomplir. Et ça va générer justement des sentiments de culpabilité, de tristesse, de peur, de frustration, et ça engendre, je vais terminer, c'est ce qu'on voit dans les relations au début des maladies. Ma collègue vous a parlé du déni, Julie vous a parlé du déni. Le déni, c'est ça, c'est qu'au départ, on fait comme si la maladie n'existait pas.
Et en fait, c'est pernicieux, ça arrive petit à petit. Même si on reste à deux et qu'on n'en parle pas justement à d'autres professionnels d'entourage, bah ça entraîne, je vous ai dit, un état de solitude des fois à deux, avec une souffrance de l'aider, une souffrance de l'aidant, et donc une souffrance à deux. Et dans les solutions pour justement permettre que cette relation se rééquilibre dans le temps, on est dans le temps, hein. Ce que je vous décris, c'est pas en 5 minutes que ça se passe, c'est avec l'évolution et le temps. Et il faut se laisser ce temps-là, mais savoir en tout cas que si on veut trouver un équilibre dans cette situation des dents pour préserver sa santé des dents, parce que c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de ne pas tomber malade, et voilà, pour s'en aider et de pouvoir lui venir en aide. Ben pour cela, effectivement, on est obligé d'avoir un professionnel. Vous voyez, au milieu, c'est important d'avoir une rencontre, une reconnaissance, une médiation, une écoute, parce que les deux individus vont pas avoir les mêmes envies, les mêmes besoins et les mêmes freins et les mêmes ressources. Donc il s'agit d'identifier les ressources et les freins de chaque individu, qu'on soit aidant ou aidé, parce qu'on n'a pas obligatoirement la même vision, et que l'aider va vouloir aussi avoir de la réassurance et puis faire des projets. Parce que souvent, voilà, c'est ces projets-là qui permettent en tout cas dans les consultations des aidants aidés, voilà ce qu'on peut retrouver. Et puis du coup, l'aidant, d'avoir aussi des relations, de prendre soin de sa santé et avoir aussi des loisirs pour lui-même. Là, par exemple, vous avez une photo qui a été prise dans les VRF, hein, les vacances répit-famille, les villages répit-famille que vous devez peut-être connaître, où il y a des aidants qui ne souhaitent pas mettre en place d'aide, parce qu'il faut respecter aussi le choix de chacun. À partir du moment où c'est choisi, il n'y a pas de problème. Il y a des aidants aidés qui, effectivement, choisissent de maintenir et de venir dans des aides au nursing, parce que souvent, nous, en tant que professionnels, on va essayer de leur dire, c'est peut-être ça la limite à ne pas franchir, c'est de ne pas se transformer en aide-soignante. Et effectivement, quand on va dans l'intimité de la personne, c'est des conseils de professionnels qu'on peut donner, mais qui ne sont pas obligatoirement toujours bons pour la personne, ça dépend de vous. Il faut éviter que deux souffrances, deux solitudes ne se cumulent. Tout à fait, ouais, c'est exactement ça. Et donc, pour retrouver de l'équilibre, de l'autonomie, de la résilience, c'est là où ces soutiens-là sont importants pour ramener, effectivement, s'il y a besoin, de la communication, du respect, du partage, du plaisir, parler effectivement de ces besoins positifs. Et ça passera par la prise en compte des besoins et des ressentis de chacun. Besoins et ressentis en plus qui peuvent bouger, je dirais d'un jour à l'autre, voire d'une heure à l'autre. C'est-à-dire que la maladie est tellement envahissante qu'on peut développer une forme d'ambivalence, c'est-à-dire tantôt pour l'aider et une personne ressource qu'on aime, etc. Et puis plus tard, ça va être de l'insupportable. Il faut éviter d'en arriver là. Donc d'où l'importance d'être accompagné, d'aller prendre conseil, de poser ses valises, comme vous le disiez. Et de ne pas attendre le dernier moment. En fait, le problème, c'est que tout le monde se dit ça va tenir, ça va tenir, ça va tenir, ça va tenir, jusqu'à ce que ça ne tienne plus, en fait. Et moi, les gens, ils arrivent en consultation, en général, au bout du rouleau. C'est la crise. C'est ce qu'on se disait. Et d'où l'intérêt d'un travail de prévention, d'où l'intérêt de ce forum-là, pour venir vous dire aussi qu'il ne faut pas attendre le bout du bout. C'est-à-dire qu'à partir du moment déjà où c'est très préoccupant, où on y pense beaucoup, beaucoup dans la journée, c'est bien suffisant pour venir en parler. On parle de charge mentale beaucoup aujourd'hui, c'est vraiment de ce côté-là. Et vous parliez de burn-out d'ailleurs tout à l'heure. On connaît le burn-out pour le travail, ça existe pour les aidants. Oui, bien sûr. Pour les parents aussi. Parents. On n'évoque pas trop aujourd'hui cette question-là, mais c'est des problématiques similaires qu'on retrouve pour des parents vieillissants qui ont un enfant en situation de handicap. Oui. Il faut donc un espace et un temps pour soi. Il faut oser poser ça. Mon espace, mon temps, mais aussi pour moi, aidant, mais aussi pour l'aider, qui a aussi besoin de son espace et de son temps. Tout à fait. C'est exactement ça. Et c'est vrai que pour tout ça, c'est vrai qu'il y a pas mal de dispositifs, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, qui n'est pas là pour faire peur, mais qui est là pour effectivement vous dire que c'est effectivement au clic de votre secteur que vous pouvez avoir aussi toutes les informations des dispositifs existants dans ce domaine-là, notamment comme dans d'autres. Il y en a beaucoup. Oui, tout
Tout à fait. On ne sait pas forcément qui est tout ça. Non, le CLIC, justement, lui rassemble l'ensemble des informations et des dispositifs existants dans le territoire. Donc, ils ont un niveau d'accueil. Alors, c'est les personnes du CLIC, vous pourrez aller les voir à leur stand, elles en parleront largement mieux que moi, mais il y a un niveau d'accueil, d'information, et puis aussi d'orientation et de coordination autour de la mise en place d'aides possibles. Donc, il y a des associations. Il y a aussi des formations pour les aidants, on ne le sait pas forcément. Mmh. Il y a les consultations, vous l'avez évoqué, il y a le médecin traitant, il y a les psychologues. Enfin, on a l'impression qu'il y a un dispositif considérable d'accompagnement, mais qui reste un peu méconnu quand même. Et parfois sous-utilisé, justement, parce que les personnes disent « mais c'est pas moi qu'il faut aider, c'est mon proche en perte d'autonomie ». C'est-à-dire qu'il y a comme ça une forme de, comment tu disais, de dépersonnalisation, c'est-à-dire où la personne ne se considère même plus, en fait. Ce qui est important, c'est la personne malade et de l'accompagner au plus près de ses besoins, quitte à oublier les siens, finalement. Sauf que la dyade aidant aider, ça glisse de l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'en général, s'il y en a un qui n'est pas en forme, ça va impacter l'autre nécessairement. Et puis des fois aussi, enfin je vais peut-être vous choquer en disant ça, mais certains, en tout cas par rapport à votre histoire, et je m'en excuse d'avance, mais il y a certaines fois aussi où on pense bien faire, vraiment, mais c'est pas obligatoirement bien pour l'aider. Voilà, ça c'est des petites choses, mais comme on souhaite venir en aide, du coup on va faire à la place d'eux. Il faut jamais faire à la place d'eux. Il faut faire avec, idéalement. Idéalement, mais après ça dépend de la possibilité aussi de l'autre côté. Le problème en effet, c'est que penser ou parler à la place de l'autre, c'est ne plus lui laisser de place. Et moi, je dis souvent, j'interviens à l'université auprès des étudiants, que l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'idée de faire bien pour l'autre, et finalement, c'est juste nos projections, et c'est pas forcément le désir de l'autre. Donc c'est comment considérer l'autre dans son altérité, dans sa différence, pour pouvoir essayer de construire au mieux des dispositifs d'aide. Ensuite, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de grimoire avec solution, donc moi je dis souvent, c'est du bricolage, mais au sens noble du terme. C'est comme la science, essai-erreur, et parfois on se trompe, et puis du coup on réajuste. Le tout, c'est de maintenir un dialogue et du respect finalement les uns avec les autres. Je vois madame qui réagit, c'est pas toujours possible. Alors là, on parle aussi de situations un peu idéales, entre guillemets, avec des couples qui fonctionnent bien. Il faut aussi prendre en considération que le lien familial n'est pas forcément une évidence, et que parfois c'est extrêmement compliqué, c'est-à-dire qu'on peut avoir des liens de couple complexes avec des situations dites de conjugopathie, où il y a beaucoup de conflits. On peut avoir des relations aussi parents-enfants qui sont extrêmement complexes et qui ont suscité et qui suscitent encore beaucoup de souffrance. Nous, on soutient un parentel que parfois, vaut mieux moins se voir, mais mieux se voir aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas contraint à rester dans cette place d'aidant si on ne se sent pas d'y être. C'est-à-dire que là, c'est au risque d'arriver dans une forme de maltraitance, en fait, de soi et de l'autre. Sans le vouloir. Sans Oui, vouloir, bien sûr, ouais. sans le vouloir, ouais. Alors, vous avez évoqué les CLIC, les centres locaux d'information et de coordination gérontologique. Il y en a plusieurs. Il y en a à Brest, rue Jean Jaurès. Il y en a aussi à Plouzané, il y en a à Relais-Quérieux. Enfin, Il y en a à chaque commune. Voilà. Aujourd'hui, sur BMO, chaque commune est dotée d'un CLIC. Dans Brest Métropole. Et donc, nous avons évoqué alors, ce qui existe, donc les associations, les psychologues, etc. Et puis, il y a tout ce qui est possible, tout ce qui est mis en place, tous les dispositifs qui sont mis en place, qui sont là aussi nombreux. On peut peut-être en citer un ou deux parmi tout ce qui existe. On en voit certains qui sont cités sur l'écran. On parle de structures de répit, de dispositifs Sortir Plus pour quelqu'un qui Il y a ne sait les pas ce que accueils de c'est. jour. Les accueils de jour, oui, on y reviendra cet après-midi Les accueils d'ailleurs. temporaires. Oui, il y a Il y a- les... Le Oui. dispositif très innovant du docteur Théodin. En quoi est-il très innovant, Elle docteur me charrie, excusez-moi. Non, je ne charrie pas du tout, c'est réel. Alors, dites-nous pourquoi il est très J'ai toujours innovant. C'est innovant parce que, vous voyez, il y a plusieurs dispositifs effectivement qui existent et nous, on va permettre de pouvoir donner des conseils médicaux, psychosociaux dans un même effectivement endroit qui va regrouper en fait et qui va faire du lien avec tous les dispositifs existants, avec le médecin traitant, puisque nous on fait un courrier avec l'accord de la personne qui est adressé à son médecin traitant si jamais il y a des choses à voir de ce côté-là, pour pouvoir faire des prescriptions d'équipes spécialisées Alzheimer par exemple, pour mettre effectivement le médecin dans ces choses-là.
En tout cas, ça permet de regrouper et de pouvoir donner des conseils. On oriente vers des structures comme Parentèle, on oriente vers le CLIC pour avoir des questions. Mais on va prendre le temps de tout expliquer. Et puis, surtout, on a le temps, en fait. Et c'est ça qui est surtout précieux, c'est qu'on a un dispositif innovant qui nous permet de rester 2 heures avec les personnes. Et ça, en cabinet de médecine libérale, c'est pas possible, quoi. Et puis il y a ce doublon psychologue, et puis c'est notre médecin, aussi. Ouais, c'est ça. où chacun a son espace. Ouais. Enfin, ce qui n'existait pas jusqu'alors sur Non. la place brestoise. C'est-à-dire que quand un est vu avec le psychologue, l'autre est vu avec le médecin, et au bout d'un temps, ils interchangent. Donc chacun peut avoir son espace avec une parole qui est libérée, parce que quand on est aidant, épouse de son compagnon dépendant, on ne va pas dire forcément devant son compagnon, c'est une charge, j'en peux plus, je dors plus, j'en ai marre. On ne s'autorise pas ce genre de choses. On ne veut Là- pas lui faire de mal. Bah non, on veut Non. le protéger. Non, mais pourtant, c'est important qu'on l'exprime, ça. On a le droit d'en avoir marre. On a le droit. Et c'est des choses, moi je vois j'interviens sur 2 dispositifs. Sur le CLIC, il y a une cellule d'aide aux aidants où du coup les personnes peuvent rencontrer une psychologue sur 3 rendez-vous où on peut déjà un petit peu déblayer qu'est-ce qui pose problème, comment faire autrement, etc. Et puis il y a également Parentage qui propose, du coup l'association Parentèle propose des entretiens psychologiques à moyen long cours, à votre guise en fonction de l'intérêt que vous y voyez, et surtout à moindre coût. C'est-à-dire que l'argent ne doit pas être un frein à la consultation. Et ça, il existe de plus en plus de dispositifs de ce type-là. C'est-à-dire que ça ne vous engage pas forcément financièrement, lourdement, de vous faire accompagner. Il y a des dispositifs qui sont gratuits également pour ce faire. Et puis alors, il y a aussi autre chose qui était juste dans l'écran sur celui-ci. On parle de séjour de vacances et de congés de soutien. Ça existe ? Oui. 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 Bah, ça a l'air évident pour vous. Sud Finistère, il y en a un avec la MGEN, Ouais. il me semble, Ouais, puis il y a dans un aussi avec château. la GIRCARCO, il y a des villages vacances répit-famille qui sont par exemple en Touraine, enfin il y en a 4 lieux, et c'est des séjours qui sont pris en charge pour la partie de l'aidant et de l'aidé. Et donc, il y a une partie où l'aidé est pris en charge et il y a des dispositifs particuliers, kinés, etc., s'il y a besoin pour l'aider. Pendant que pour l'aidant, il y a des ateliers de sophrologie ou d'aller marcher avec les autres. Enfin, il y a des activités communes et des activités, voilà, l'un sans l'autre, mais tout ça au sein d'une même maison, hôtel ou résidence, hein, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais donc qui est pris en charge financièrement, ouais. Et vous allez maintenant nous parler du parcours de prévention. De quoi s'agit-il ? Ça, je remercie la ville de Brest et effectivement tous les partenaires, et le soutien du département de la conférence des financeurs qui nous soutient dans la proposition qui vous est faite. La proposition qui vous est faite, c'est gratuit. Bien évidemment, comme c'est intéressant que tu le dises, parce que je n'aurais pas osé le dire, mais effectivement, c'est gratuit pour les personnes. Et donc, c'est de réaliser, si vous le souhaitez, un bilan de prévention santé pour vous, aidants. Bilan de prévention qui peut être fait pour vous tout seul et qui peut être aussi fait avec votre aidé, si vous le souhaitez, dans un bilan de couple aidant-aidé. Mais c'est un temps individuel pour chacun. Donc, c'est un bilan de prévention santé de l'aidant qui est accessible à partir de 45 ans aujourd'hui, et qui comporte 1 heure d'entretien avec une psychologue et 1 heure avec le médecin. Et effectivement, au bout de ça, on fait ce qu'on appelle une ordonnance de prévention, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on donne des conseils sur tous les plans pour préserver sa santé. Et ces conseils sont donc transmis au médecin traitant si vous en êtes d'accord. Et à l'issue de cette ordonnance, on peut aussi proposer un parcours de prévention aidant. Alors, ce parcours de prévention aidant comporte 4 ateliers collectifs qui sont autour du sommeil, autour de la mémoire, autour de la diététique, et c'est un atelier culinaire, diététique, donc avec les partenaires, les associations de Brest, et donc un atelier d'activité physique adaptée. Ces ateliers sont pour la santé de l'aidant, mais peuvent être tout à fait, dans certaines conditions, accessibles pour l'aider sur certains, puisqu'on aura 2 professionnels par atelier pour pouvoir effectivement prendre en charge l'aider, si tant est que l'aidant souhaite venir à ces ateliers-là avec son aidé. Et il y a aussi tout un dispositif et un lien avec des services à domicile comme Amadeus pour effectivement aussi avoir des aides éventuellement à domicile pour permettre de venir à ces ateliers-là. Donc si vous êtes intéressé par ce parcours de prévention santé aidant, rien n'est obligatoire. Si vous voulez faire qu'un bilan, vous faites qu'un bilan.
Vous ne serez jamais obligé de rien faire. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire le parcours qui vous est préconisé. En tout cas, il vous sera préconisé et on pourra effectivement avoir un accompagnement possible, que ce soit sur le plan individuel, sur le plan psychologique et sur le plan aussi médical, pendant 1 an à dater du jour du bilan. Et c'est sur simple inscription? Oui, c'est sur simple inscription et vous avez le stand du centre de prévention qui est là-bas. Et donc, où vous pouvez récupérer un coupon d'inscription si vous souhaitez réfléchir et le remplir chez vous et nous le renvoyer après. Ou vous pouvez vous inscrire d'emblée sur le stand du centre de prévention. Parce que les bilans de prévention santé, on déplace toute l'équipe de Rennes pour venir faire ces bilans de prévention santé. Et donc, ils seront faits sur les 3 dernières semaines d'octobre. Julie Le Fur, avant de donner la parole à la salle, faire un bilan, que ce soit dans ce cadre-là ou simplement on allait voir son médecin traitant ou un psychologue ou une psychologue, il ne faut pas en avoir peur. Hein. Non, pas du tout. C'est ce qui justement permet peut-être de se dégager de cette charge mentale là trop forte, c'est-à-dire c'est de venir la déposer ailleurs et de pouvoir y réfléchir à plusieurs. Je suis navrée aujourd'hui, on devait avoir un stand avec l'association parentale pour présenter le service parentage. Ma collègue est tombée malade, elle est au fond du lit et n'a pas été en mesure du coup de venir présenter l'association aujourd'hui. Sachez qu'on a une très gentille secrétaire, si vous appelez à parentale, elle vous accueillera et vous donnera tous les renseignements nécessaires. Et sachez aussi qu'au-delà des entretiens en face à face qu'on peut faire au service, mais également en visite à domicile, il y a une permanence téléphonique à Parentèle pour le service parentage, tous les mardis matins de 9h à midi, les jeudis matins de 9h à midi et le jeudi de 16h30 à 18h30. Vous avez une psychologue en ligne pour échanger autour de vos difficultés. C'est anonyme et gratuit. Oui, c'est anonyme, c'était un point important. Oui. C'est Voilà. important à souligner. Vous souhaitez en savoir plus, vous avez des questions, vous souhaitez des précisions, des micros sont à votre disposition pour poser des questions. Donc je vous invite à lever la main pour intervenir ou pour apporter aussi un commentaire. Avons-nous déjà, des premières demandes d'intervention? Alors, le micro, non, parce que comme nous avons une captation vidéo, nous avons besoin de vous entendre aussi au micro, si cela ne vous dérange pas. Alors, on va vous passer un micro, voilà, et nous allons pouvoir... théoriquement, vous devriez garder le masque puisque vous êtes dans la salle. Merci beaucoup. C'est à vous. La première question que j'aurais, c'est sur le parcours prévention. Ah, attendez, du coup, votre micro n'est pas allumé. Si, allez-y. Allez-y, si. Non, n'y touchez pas. Normalement, ça va être bon. C'est au niveau de la régie que ça se passe. Alors, réessayez si vous voulez bien. Allô ? Oui. Eh bien, c'est parfait. Nous vous écoutons. Là, sur le parcours prévention, vous dites que c'est sur fin octobre. Est-ce qu'il est possible de faire un parcours prévention à tout moment de l'année ou pas ? Alors, je vais vous dire oui et non. C'est toujours les médecins ça, qui font toujours oui et non. C'est réponse à la belge. C'est-à-dire que oui, c'est-à-dire là, on monte le parcours de prévention santé aidant pour lequel on est effectivement soutenu par la conférence des financeurs, mais c'est sur cette action particulière. Mais après, les ateliers de prévention qui vont être faits, on va les poursuivre, oui, dans l'année. Sur Brest. J'ai oublié de vous dire que les bilans de prévention et les parcours de prévention ont lieu à la résidence Poulard-Bachette. La ville de Brest nous met à disposition des locaux, et je l'en remercie, à la résidence Poulard-Bachette de manière permanente. La deuxième question, c'était le système des clics. Il est actuellement local. Est-ce qu'il est déployé sur d'autres villes au niveau national ? Oui. Toute la France a des dispositifs qui peuvent s'appeler pour certains clics. Il y a certains départements comme le Morbihan qui appellent ça des espaces autonomie senior, mais c'est la même chose. En tout cas, oui, il y a des clics, c'est un développement national. Est-ce qu'il y a moyen d'en avoir un listing, je dirais ? Sur les sites des Oui, départements sur- concernés en général. Oui. Oui. Vous pouvez appeler le département, ils peuvent vous donner l'intégralité des clics, ouais. existants. Certains sont rattachés aux mairies, d'autres spécifiquement au CCAS. Alors après, les clics sont sur différents niveaux. C'est le stand du clic qui vous en dira un peu plus, mais il y a le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, juste de l'accueil information, de l'accompagnement, de l'évaluation. Voilà. Donc en fonction des possibilités des communes, ils sont sur le niveau 1, 2 ou 3. Mais ils ont un très bon stand et puis les coordinatrices et la responsable du clic est là à votre disposition sur le forum.
Bien, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Alors, autre question. Nous avions une autre demande. Vous avez le micro, profitez-en. Je voudrais juste revenir sur la définition. Vous avez fait un peu de l'aidant. Vous avez... Alors, rapprochez le micro, s'il vous plaît. Ça va Merci. mieux De l'aidant, définition de l'aidant. Vous avez quasiment exclusivement parlé de l'aidant qui suit un proche âgé. Oui. Qu'en est-il des personnes en situation de handicap? Est-ce que vous considérez que les parents d'enfants en situation de handicap sont des aidants? Bien sûr. On peut... Oui. Terminez, monsieur. Allez-y, monsieur. Oui, il faut le dire parce qu'un parent à 24, 25 ans peut être aidant pendant 30, 40, 50 ans. Tout à fait. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous ne le prenez pas en compte. Ouais, je l'ai précisé quand même. Oui, je te dis. Mais- deux secondes, oui, Ouais. j'ai déjà entendu. Oui, en fait, on en avait parlé vers où on axait. En fait, comme le forum était axé sur les plus de 60 ans, c'est vrai qu'on avait plus axé sur la question du proche âgé dépendant du parent, notamment, ou du conjoint. Mais en effet, cette question-là concerne tout autant les familles qui ont un enfant en situation de handicap, avec toutes les questions que ça pose du vieillissement du parent, que se passera-t-il quand je ne suis pas là, etc. Donc moi, je travaille activement actuellement avec l'ADAPI, qui travaille beaucoup sur ces questions-là, bon, là, qui est spécifique à la question de la déficience mentale. Parentel aussi se préoccupe de ces questions-là au service écoute parents. Il y a également tout un tas de formations qui sont délivrées par Parentel auprès des institutions, auprès des professionnels pour sensibiliser, puisque la maladie, c'est pas uniquement biologique enfin, ça ne concerne pas que le corps, ça concerne aussi, ça entrave ou ça vient impacter, on va dire, les liens familiaux. Donc il y a différents dispositifs et on pourrait faire une conférence tout aussi longue, voire bien plus longue, sur toutes ces questions-là. Je pense que ce serait intéressant. Mais après, dans le domaine du handicap, il y a beaucoup de choses qui sont faites jusqu'à effectivement l'activité jusqu'aux 60 ans. Avant 60 ans, il y a plein de dispositifs. Et c'est vrai que le monde du handicap, entre guillemets, était mieux loti, entre guillemets, que le monde du vieillissement, avec des choses qui étaient beaucoup plus structurées, des aides et des accompagnements. Effectivement, il y a aussi les ESAT, il y a plein de choses, mais c'était déjà... voilà, vous voyez, donc... quand vous venez en aide à un proche en perte d'autonomie, c'est pas une question d'âge. C'est pas une question d'âge du tout. Mais par contre, quand les handicapés, entre guillemets, vieillissent, se posent effectivement aussi d'autres problèmes parce qu'ils sortent de ces dispositifs. Et justement, on les réintègre dans ces dispositifs, bien évidemment. Donc, il y a tout un travail en ce moment qui est développé, puisque, pour caricaturer, avant 60 ans, on est en situation de handicap, après 60 ans, on est vieux. Donc du coup c'est compliqué et en ce moment le département, tout un tas de partenaires, d'institutions réfléchissent sur ces conséquences-là, puisque le handicap aujourd'hui n'est plus un facteur de vieillissement prématuré comme auparavant. Les personnes en situation de handicap vieillissent de plus en plus vieilles et donc du coup, parce qu'on vieillit quand même dès la naissance, parce qu'on n'a pas abordé ces questions-là, c'est quoi le vieillissement, voilà, c'est extrêmement, éminemment subjectif. Et à nouveau, ça pourrait faire une conférence entière. Donc du coup, aujourd'hui, on est sur ces questions-là, personnes âgées, personnes handicapées, et le département essaye de mettre en place des structures, des lieux d'accueil, justement pour prévenir un peu de l'épuisement des familles et puis des impasses, en fait, que ça suscite, ces situations-là. Donc d'où l'intérêt, à nouveau, d'en parler, de réfléchir et de trouver différents lieux sur lesquels on puisse arrimer, s'étayer dans des rapports de confiance pour pouvoir le penser. Vous êtes rassuré, monsieur ? Je suis rassuré, mais effectivement, je sais un peu tout ce que fait le département, l'État par rapport aux personnes en situation de handicap, mais je connais aussi tous les besoins qui sont énormes. Ouais. Et d'autre part, effectivement, par rapport aux séjours vacances, aux structures de répit, au travail notamment, où on voit souvent, malheureusement, c'est souvent des mamans qui arrêtent de travailler. On peut, à 24-25 ans, être obligé d'arrêter de travailler parce qu'effectivement, on n'a pas de solution. Voilà. Oui, tout à fait. En effet, il reste beaucoup de points d'impasse. Moi, je vous avais dit, 11% des aidants ont moins de 30 ans. Il reste encore beaucoup à faire, mais ça avance.
il reste beaucoup à faire. Ça avance. Je pense qu'il faut véritablement le parler, le dire. C'est-à-dire que plus on va le parler, plus on va le dire, plus aussi les besoins vont être repérés et plus les choses vont être mises en place. Là, actuellement, l'ADAPI que j'ai eu la semaine dernière au téléphone travaille avec des dispositifs en Belgique, justement, qui pensent ces questions-là de qu'est-ce qui se passe quand les parents vieillissent et qui pensent des services d'accompagnement spécifiques pour les parents vieillissants qui ont un enfant handicapé, pour un accompagnement qui ne s'arrête pas au décès du parent et qui peut se poursuivre au-delà. Et c'est aussi important de se faire entendre dans les associations, dans les associations d'usagers, parce que c'est elles qui font remonter aussi les besoins. Ne pas rester en huis clos, quoi. Je crois que c'est vraiment nécessaire. Autre intervention, madame, vous aviez levé la main depuis un moment, nous vous écoutons. Oui, bonjour. Je voulais juste revenir, moi, sur le sujet dont on parlait juste avant, là, sur l'accompagnement que vous proposez là au mois d'octobre, c'est ça ? Voilà. Sur le parcours de prévention, est-ce que ce parcours, en fait, il faut que les deux personnes du couple aidant-aidé soient présentes ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Vous pouvez venir faire ce bilan de prévention santé pour vous. Après, on laisse la possibilité de venir avec son aidé si on le souhaite. Pour que justement on aborde aussi la relation aidant-aidé avec l'aidé. Mais bien évidemment, vous pouvez faire ce bilan. Ce bilan, il est fait. Ce parcours de prévention, il est à destination de la santé des aidants. Ça, c'est clair. Il n'est pas à la destination de la santé des aidés obligatoirement, puisqu'on n'est pas dans on n'est pas dans le soin, on est bien dans de la prévention. Oui, parce que tout à l'heure, comme on parlait du déni aussi, il faut. Voilà, les deux personnes seraient pas forcément d'accord en fait pour venir. Ça peut servir à une, mais l'autre pourrait ne pas, se sentir concernée, j'ai envie de dire, et de ne pas venir. Donc c'était ça la précision que je voulais avoir, c'est si juste l'aidant ou juste l'aider, pourquoi pas, ne souhaiterait faire ce parcours. Alors on ne fera pas un bilan juste pour l'aider. Juste pour l'aidant. On n'est pas là pour faire un bilan pour l'aider. On est là pour faire un bilan pour l'aidant. Et on peut aborder la relation d'aide avec l'aidé. Très bien. Voilà. Et des fois, il y a des choses qui se... justement, c'est intéressant parce que des fois, nous, je vous parle juste d'expérience, il y a des gens qui sont venus parce qu'ils sont venus avec leur aidant, voilà. Mais il y a des fois des choses dans ces consultations, c'est un temps aussi... c'est un temps d'échange et c'est vrai que l'abord de la relation aidant-aidé est quand même sur le plan psychocomportemental hyper intéressante, d'avoir aussi des avis de professionnels par rapport à ça. Donc c'est aussi intéressant que les aidés viennent si vous le pouvez, mais ça n'est absolument pas une obligation et ça ne doit pas être un frein à faire un bilan de prévention santé pour votre santé à vous. Très bien, vous avez merci. d'autres questions, d'autres demandes de précision? Oui, madame, le micro va vous arriver tout de suite. Et le parcours de prévention, il est pour l'aidant aussi. D'accord ? C'est qu'on aménage pour pouvoir accueillir aussi l'aidé s'il y avait besoin, si c'est un frein à la réalisation du parcours de prévention par l'aidant. Nous vous écoutons. Oui, bonjour. Comment se faire reconnaître aidant ? Alors, c'est toute la bonne question. Alors, ma collègue va vous dire en parler. Alors moi, je ne suis pas assistante sociale, je suis psychologue. Mais il y a des dispositifs, il faut se faire reconnaître aidant, bien entendu. Il y a des associations comme l'Association française des aidants aussi, qui peut vous aider sur cette reconnaissance-là. La maison départementale des personnes handicapées, c'est elle qui donne ce statut-là, la MDPH autour des aidants. Le plus sérieux, je dirais, c'est d'aller voir une assistante sociale ou une coordinatrice du CLIC qui pourra vous donner toutes les informations nécessaires. Mais c'est un statut qui est reconnu depuis peu et valorisé financièrement. Alors, la somme n'est pas mirobolante, mais permet de compenser un petit peu. Ce n'est pas une question de rémunération, c'est surtout une question de statut. De reconnaissance. Oui, vis-à-vis des fois d'un cercle familial aussi. Tout à fait. Il existe un statut spécifique dit aidant familial avec une notification MDPH qui existe. Il existe aussi d'ailleurs une validation des acquis de l'expérience qu'on connaît dans le domaine professionnel, mais on reconnaît aussi jusque-là le statut d'aidant. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que dans les situations, on n'en a pas trop parlé, dans les fratries, mais c'est vrai que ça pose aussi souci parce que souvent il y a un aidant principal qui va se retrouver un petit peu en difficulté par rapport au reste de la fratrie. Alors ça peut être aussi une reconnaissance et aussi de poser les choses. Je parle par exemple
des demandes de curatelle. C'est aussi important de figer les choses pour pas avoir de problème non plus dans des histoires familiales qui peuvent être un peu compliquées. Mais ce qui est extrêmement difficile est la reconnaissance de l'aidant dans la famille, dans la fratrie. C'est là où c'est vraiment extrêmement compliqué. Parce que ceux qui ne vivent pas la situation d'aide vont toujours amoindrir la situation et la pathologie de l'aider en disant mais non, tu te tracasses, mais non, c'est toi qui en fais trop, mais non, enfin. Et c'est vrai que ce vécu-là d'aidant, pour l'aidant c'est vraiment difficile et ça peut générer effectivement des conflits dans la famille. Il y a un vécu de l'aidant qui est extrêmement difficile. Donc c'est important de se faire reconnaître dans cette situation d'aide et d'avoir aussi des professionnels pour pouvoir vous donner aussi des conseils. Et parfois, ce qui peut être intéressant aussi, on n'en a pas abordé ce sujet-là, il y a plein de choses qu'on n'a pas abordées, on pourrait en parler encore pendant 4 heures, c'est la question de la médiation familiale qui existe et qui se met de plus en plus en place, le centre du couple et de la famille aussi qui propose des choses pour avoir justement quand il y a des conflits dans la fratrie, ce qui est quand même monnaie courante, moi dans ma pratique clinique, c'est de trouver un tiers qui pourra un peu faire circuler la parole et respecter les altérités des uns et des autres. Vous aviez une autre question ? Merci. Merci. Alors, je vous demandais de passer le micro sur votre gauche. Bonjour, je me suis occupée d'un monsieur qui est parkinsonien depuis quelques années. On n'a pas parlé du suicide, qui ne pouvait pas être soupçonné jusqu'à présent parce qu'il avait l'infirmière tous les jours, matin et soir. Et vendredi matin, l'infirmière l'a trouvé semi-conscient dans son lit, parce qu'il vit seul. Et à l'hôpital, on nous a dit qu'il avait avalé 10 comprimés. Et donc, on n'a pas parlé de ça, mais c'est une souffrance invisible, le suicide. C'est vrai que c'est l'extrême. Enfin, quand on parle de souffrance, d'anxiété, de syndrome dépressif, bien entendu, ça peut aller jusqu'au suicide. Ça, c'est vrai. On a pu voir ces situations de dépendance physique avec la cognition qui reste préservée, et ça reste effectivement, notamment dans ces maladies dégénératives, quelque chose malheureusement qui existe et qui est pas rare. Ça, c'est clair. La question du suicide chez les personnes âgées est extrêmement élevée. En fait, les chiffres sont extrêmement élevés. Je ne les ai pas là en tête, au point où le CLSM, qui est le centre local de santé mentale de la ville de Brest, est actuellement en train de travailler sur ces questions-là du suicide chez les plus de 60 ans, puisque c'est un vrai sujet de politique publique qui nous traverse tous. Et les suicides aussi de couples âgés. Il y a aussi cette situation-là. D'autres interventions ? Oui, monsieur, le micro va vous arriver dans quelques instants. Vous avez été vu, notre hôtesse vous fait transmettre le micro. Mais ça m'évoque juste quelque chose avant que l'autre question, c'est que chez les aidés aussi, c'est ça, on aborde aussi l'aider par sa dépendance. Vous voyez ? Et le fait de l'aborder de cette manière-là, il n'avait pas non plus jusque-là l'expression possible de ses besoins et de ses ressources. Ça fait peu de temps qu'on est arrivé dans un système qui va prévenir la perte d'autonomie, alors qu'on était dans un système de soins et de santé qui prenait en charge la dépendance. Ça, c'est vraiment important parce que ça change le paradigme, ça change vraiment les choses. Et c'est aussi pour ça qu'il y a plein de dispositifs, et notamment les psychologues qui sont pour moi essentiels dans ces dispositifs, parce qu'on va enfin prendre en compte la parole de l'aider au travers de son vécu et de son ressenti, et pas au travers de sa dépendance. Ça, c'est aussi important. Et je pense que dans la prévention du suicide, ça, ce sera des choses aussi importantes. Monsieur, c'est à vous. Monsieur est une dame. Oh, pardon, excusez-moi. Comme je vous vois de loin et plutôt dans la pénombre. Excusez-moi. Je voulais parler et soulever le problème des centres d'accueil pour les malades vraiment très lourds. Mon mari est atteint de la maladie d'Alzheimer. Il est en GIR 2, si ça vous dit quelque chose. Oui, bien sûr. Il lui reste la marche. Alors, au quotidien, c'est vraiment très difficile. À part les aides ponctuelles qui viennent, et c'est déjà un soulagement, mais j'allais dire, il y a toujours le stress, pour ce qui me concerne.
J'ai déposé 15 dossiers en établissement. Il n'y a pas de place. Ou alors ce sont des refus. Alors je trouve qu'il faudrait faire quelque chose vraiment au niveau du gouvernement, des États, des départements ou de quelque chose pour que des structures vraiment soient mises en place parce que c'est vraiment terrible, quoi. Et bon, il y a un monsieur qui m'a appelé qui a su que mon mari avait la maladie d'Alzheimer. Il me dit, moi, ma femme a la même maladie, mais on est vraiment, qu'est-ce qu'il m'a dit, livrés à nous-mêmes. Voilà, c'était un sentiment. Bon, moi, j'estime que je ne suis pas livrée à moi-même parce que des démarches ont été faites par rapport à au séjour à la journée. Il y a des infirmiers qui interviennent matin et soir. Je dois vous dire que ça, c'est très problématique puisqu'il est dans le conflit et même l'agressivité. On n'en peut plus, quoi. Et alors, au niveau des séjours vacances, je pense que dans la mesure où cette personne est incontinente, bon, c'est exclu. Non. Bon, je ne sais pas. Non. Enfin, il y a des aides-soignants, des infirmiers sur ces séjours. C'est médicalisé. Hein. C'est spécifique justement à la question de la dépendance et du handicap. Donc, et alors, il faudrait s'adresser où, là, dans ces cas-là? Je ne sais pas. Vous pouvez aller voir au CLIC. Allez voir au CLIC parce que c'est des vacances répit-famille. Vous pouvez vous renseigner surtout pour avoir les coordonnées de ces dispositifs auprès du CLIC. Quoi. Ouais. Mais ce que je voulais soulever, c'était le manque d'établissement. Et je me dis, si chacun, d'entre nous, même qui sont dans cette salle, si on ne fait rien, si on ne dit rien, j'allais dire si on ne crie pas, ou si on n'écrit pas, peut-être que rien ne bougera, quoi. Donc vous avez bien fait de témoigner et d'intervenir. Nous arrivons au terme de nos échanges. J'aimerais qu'il y ait une toute dernière question, toute dernière intervention. Je n'en vois pas. Julie Le Fur, on l'a souligné tout à l'heure, pour que toutes ces démarches puissent être utiles, efficaces pour les dents comme pour l'aider, il faut commencer par un travail d'acceptation. Alors, est-ce qu'on peut tout accepter? Je ne sais pas. En tous les cas, moi j'invite les gens qui ont une préoccupation psychologique, mentale, on n'arrive pas à dormir la nuit, on y pense tout le temps, en journée, on est un peu envahi, ça nous revient tout le temps en tête, etc. On consulte un psychologue, en effet. Et Aude Théodin, toute l'idée de tout cela, c'est de retrouver le plaisir de partager avec l'aider, le plaisir d'être ensemble. On peut y arriver. Ah oui, vraiment, on peut y arriver et on peut y arriver en étant accompagné. Vraiment, parce que c'est un processus qui évolue, c'est une relation qui évolue et qui change. Donc, voilà, c'est important d'être accompagné là-dedans pour justement vivre au mieux ou au moins mal, je ne sais pas comment on peut le dire. En tout cas, c'est là où on doit s'adapter parce qu'on ne peut pas se battre contre quelque chose qu'on ne peut pas changer. Par contre, on peut se battre pour des choses qu'on peut changer, comme l'a pu le dire Madame, pour effectivement avoir des structures de manière plus importante. En tout cas, les pouvoirs publics sont là, ils sont vraiment, moi je trouve, à votre écoute. Moi, ça fait 8 ans que je suis en centre de prévention et je trouve que vraiment, il y a une émulation vraiment des pouvoirs publics locaux sur ces questions-là. Et c'est vraiment maintenant qu'il y a quelque chose qui est en route. Vraiment, moi, je le ressens. Donc, gardez de l'espoir par rapport à ça. Et oui, venez vous informer sur les dispositifs qui existent. Prenez un temps pour vous et pour percevoir et reprenez un temps quand il y aura besoin aussi, parce que l'équilibre, c'est pas comme ça. La vie et la santé, c'est pas comme ça, et ce sera toujours des moments moins bien. Donc, il faut savoir quelle porte on peut ouvrir quand ça va moins bien. Oui, c'est important. Et le forum est là aujourd'hui pour ça. Vous avez tout un tas d'interlocuteurs là, duquel je vous invite à vous saisir ce matin pour prendre les informations dont vous pourriez avoir besoin. Merci Aude Théodin, merci Julie Le Fur. Merci beaucoup. Le forum continue jusqu'à 17h. Et le prochain rendez-vous ici dans cet auditorium à 14h avec la table ronde « Je l'aide un peu beaucoup à la folie » ou « Trouver du soutien » avec des témoignages et des échanges.